Bonsoir Ryan, d'abord merci de ta confiance et de m'accorder cet entretien ainsi qu'à ligne de crête. C'est pas une formule de politesse puisqu'on vient de rigoler quelques minutes sur les conditions de l'entretien et sur le fait que les acteurs de la lutte contre l'islamophobie, surtout musulmans en France aujourd'hui, n'ont pas malheureusement toute la liberté de faire des entretiens au fil de l'eau et que les libertés politiques sont menacées. Donc vraiment merci de ta confiance. Quand je t'ai demandé cet entretien, on était un peu à une autre période de l'histoire de ce pays et de l'histoire mondiale. Depuis, il y a eu des événements en Palestine. Et donc justement là-dessus, je voulais commencer par t'interroger là-dessus sur la différence qui peut exister entre deux pays, celui où a été créé et où évolue Cage, le Royaume-Uni, et puis la France. Demain soir, vous organisez un débat avec des activistes musulmans, des professeurs d'université, qui est totalement inimaginable en France, à part peut-être dans une cave, sans caméra, et rediffusé clandestinement après, et qui porte sur un sujet assez banal, qui est la qualification de terroriste qui a été appliquée au mouvement Hamas. C'est quelque chose qui évidemment fait débat depuis toujours au niveau international, et pas seulement pour ce mouvement-là, mais pour l'ensemble des mouvements de lutte armée qui peuvent exister. Le Royaume-Uni, c'est aussi un pays qu'on a regardé, nous, avec une énorme envie durant les premières semaines après le début de l'insurrection en Palestine, puisque nous, ici, immédiatement, en fait, avant même que les gens aient parlé, notre ministre de l'Intérieur avait déjà dit que tout soutien à la résistance du peuple palestinien serait poursuivi pour apologie du terrorisme. Je crois que dans les 48 heures, ça a commencé à être fait. Depuis, il y a énormément d'activistes, de députés, d'anonymes qui sont criminalisés sur cette base, alors qu'au Royaume-Uni, a priori, l'expression était beaucoup plus libre. D'autre part, évidemment, on a regardé vos manifestations avec beaucoup de jalousie, puisque toutes les premières manifestations ont été interdites et qu'on a même eu cette chose assez extraordinaire qui était non pas d'interdire manif par manif selon les endroits, ce qui aurait déjà été scandaleux, mais qui était d'interdire de manière globale toutes les manifestations de soutien, quelle que soit leur modalité, avec ce qui arrivait au peuple palestinien, c'est-à-dire, on va le dire très clairement, puisque Netanyahou l'a dit, éradiquer la cité du mal, sous-humain, donc on va faire que répéter sa parole, une tentative génocidaire en Palestine qui évidemment mobilise les musulmans, mais aussi tous les activistes des droits humains, même modérés. Donc comment tu expliques que deux pays occidentaux qui a priori ont des analyses similaires sur Israël, sur la Palestine, sur le monde musulman, puissent avoir deux situations aussi différentes concernant ce mouvement? Et plus positivement, est-ce que tu peux nous parler du mouvement en cours au Royaume-Uni, de ses modalités et de pourquoi il marche aussi fort? Déjà, je tenais à te remercier, Nadia, et puis Ligne de Crête, en mon nom et au nom de Cage, évidemment, pour cet entretien et pour cette opportunité de répondre à tes questions et introduire un peu l'organisation donc, à une audience francophone. Pour venir à ta question, je crois que ce qui explique la différence entre ces deux environnements, c'est le fait que des espaces ont été constitués en Angleterre et pas nécessairement ici, du fait, entre autres, je pense, du travail qui a été mené sur les 2 dernières décennies, du travail d'analyse et d'activisme, en fait, sur la question terroriste et contre-terroriste. En d'autres termes, le travail qui a été mené sur ce qu'on appelle la war on terror, c'est-à-dire la guerre contre la terreur, qui est menée donc par le monde occidental, pour parler rapidement, depuis 2001 à l'encontre du monde musulman en réalité. Puisque pour nous, la guerre contre la terreur est une guerre contre l'islam et les musulmans. Et pour revenir à la question spécifique sur la Palestine, ce qui s'est produit en Palestine a fait ressortir, je crois, 2 questions centrales. Donc la question de ce qu'on appelle le terrorisme et donc la question de la violence politique. Et ces deux questions ont été travaillées en profondeur sur les 2 dernières décennies et les narratifs ont pu, je dirais, faire bouger les lignes en Angleterre, quand bien même, en effet,
ne s'attend pas à ce que l'establishment anglais soit d'accord avec nous, mais ce travail d'injection de narratifs et d'explication sur la guerre contre la terreur, je dirais qu'il a permis de créer des espaces où on a pu justement exprimer de manière un peu plus appuyée, forte, libre, une parole sur la Palestine, une parole assez ouverte qui est impossible, quasiment impossible ici. Je parlais d'analyse sur la guerre contre la terreur, sur la Palestine. Je veux dire par là que sur les 2 dernières décennies, les narratifs auxquels je fais référence sont, je dirais, l'explication, entre autres, de la violence politique, premièrement, et secondement, l'analyse de la répression draconienne qui a été mise en place par, entre autres, les États-Unis, mais aussi l'Angleterre, mais aussi, on le verra plus tard, la France, à l'encontre des musulmans, que ce soit dans leurs États, chez eux, quoi, mais aussi dans le monde musulman. Il est assez... ça fait partie du... je ne vais pas dire du langage commun, mais en tout cas, je dirais que les conséquences de la guerre contre la terreur, les centaines de milliers de morts musulmans à la suite des guerres, mais aussi des politiques mises en place par les États-Unis ou la Grande-Bretagne, l'influence de la guerre contre la terreur sur les politiques publiques islamophobes mises en place aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, c'est une connaissance qui est assez commune. Ce n'est pas quelque chose qui est uniquement maîtrisé par les musulmans. C'est ce qui explique la différence entre l'Angleterre et la France. Et pour revenir sur la question de la violence, puisque finalement c'est la question de la violence politique qui au fond, crée tout ce trouble, quelle que soit l'appréciation morale qu'on puisse avoir sur la violence politique, il demeure nécessaire de l'expliquer. Je me souviens d'une phrase de Vergès qui disait comprendre, ce n'est pas excuser. On a le droit de ne pas excuser, mais on peut quand même chercher à comprendre, au-delà du narratif islamophobe selon lequel la violence, finalement, ne serait que l'expression d'une barbarie inhérente à l'islam et aux musulmans, et voilà, c'est comme ça, c'est dans notre ADN, et puis c'est comme ça. Donc, je crois que ces positions sont, si ce n'est acceptées de tous, en tout cas, connues et maîtrisées par un pan assez large des activistes en Angleterre, encore une fois, pas uniquement les musulmans, et je crois que c'est ce qui explique la différence entre des espaces de parole plus larges et plus libres en Grande-Bretagne et des espaces légèrement plus restreints en France. Et au niveau du pouvoir, quelle est la réaction au mouvement qui a lieu et qui est assez massif? Est-ce qu'il y a de la répression? Est-ce qu'il y a... Oui, tout à fait. Il y a eu une répression... alors quand je dis forte, évidemment, ça n'a rien à voir avec la France, c'est vraiment pas du tout les mêmes critères, les mêmes standards. Mais oui, très clairement, les narratifs de l'establishment sont radicalement islamophobes. Pas beaucoup de différence avec les narratifs français en réalité. En revanche, je dirais que du fait des espaces qui ont été créés et de la détermination des activistes musulmans et aussi non musulmans en Angleterre, la répression est quand même moins draconienne qu'ici, mais qu'est-ce qui s'est produit j'allais dire de terrible, mais comparé à ici, c'est rien. Mais je sais que parfois, il y a eu des activistes qui ont été arrêtés parce qu'ils portaient soit le kéfier ou alors le drapeau palestinien. Mais il y a eu quelques arrestations qui n'ont pas nécessairement donné lieu à des inculpations, quelques arrestations sur des marches de presque d'1 million de personnes. Oui, c'est ça. C'est aussi la différence de mobilisation, sachant qu'ici, la peur fait que notamment beaucoup de familles n'ont pas pu participer au début du mouvement et qu'il est encore aujourd'hui très difficile de pouvoir s'exprimer. Mais sur ce sujet-là, comme tous les autres. Et alors justement, moi, et c'est là où on va en venir à Cage, quand les événements du 7 octobre se sont produits, moi, j'avais même pas encore d'analyse, à part que, alors ça va peut-être paraître choquant à plein de gens, mais ça m'a pas semblé être quelque chose de très étonnant au regard de ce qui se passait en Palestine depuis
d'abord sur le temps long, et surtout depuis quelques mois, l'augmentation du nombre de meurtres commis sur des Palestiniens, les profanations de mosquées. Enfin, on se doutait bien qu'à un moment, l'histoire arrive. Donc moi, ça ne m'a pas surpris, mais je n'avais même pas encore d'analyse, que j'ai vu même des camarades de gauche me dire c'est un 11 septembre. J'ai été interloquée, parce que quand on n'est pas islamophobe et qu'on ne voit pas comme ça une masse de milliards de musulmans, je me suis dit, mais que vient faire Al-Qaïda là-dedans? Ça n'a aucun rapport. Et ensuite, évidemment, il y a eu cette comparaison qui a été faite avec Daesh. Et après, je me suis rendu compte que tout ça partait d'un hashtag qui a été propagé dans les 48 heures par tout un tas d'officines islamophobes, notamment aux États-Unis, Hamas ISIS. Et évidemment, moi, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est pas au 11 septembre en tant qu'attentat contre les États-Unis, mais à ce qui a suivi, donc la guerre de la terreur et de la violence de ce discours-là, qui était porté par une partie de la gauche dans un contexte de politique islamophobe déjà maximale en France. C'était de dire là, les musulmans, vous allez morfler, et de nouveau, on va faire des législations d'exception. Et donc je me suis demandé comment vous aviez fait, vous, au début des années 2000, pour entamer cette aventure assez extraordinaire, en étant parmi les personnes les plus déshumanisées de la planète à ce moment-là, absolument sans aucun droit, et comment on pouvait fonder donc une organisation qui décide de défendre, et aussi par le droit, cette zone de non-droit revendiquée. Enfin, c'est une première dans l'histoire de l'Occident, de dire voilà, on va faire une zone où aucun des droits humains ne s'appliquera. Et donc comment vous avez fait pour développer cette organisation et la maintenir dans ce contexte-là? Je dirais que c'est le fruit d'une volonté acharnée de plusieurs activistes musulmans d'une génération précédente, donc d'activistes britanniques qui était né dans les années 60, dans les années 70, et qui, après avoir vu les premières images donc, des détenus à Guantanamo, se sont dit qu'il y avait nécessairement quelque chose à faire et qu'il fallait essayer de comprendre ce qui s'y produisait. Je rappelle qu'à l'époque, on n'a pas les noms, on ne sait pas qui sont ces personnes, on se doute qu'à Guantanamo, ça ne va pas être très simple, et par conséquent, il est nécessaire d'essayer de faire un travail de recherche, en fait, quasiment d'exploration, pour essayer de comprendre ce qui s'y produit. Ce qui est intéressant, c'est l'anecdote derrière la création de Cage. Vous savez que la plupart le 11 septembre se produit, l'invasion en Afghanistan, et ensuite la plupart des détenus à Guantanamo vont être kidnappés entre novembre 2001 et janvier 2002. Et en septembre 2001, un activiste musulman connu, le docteur Adnan Siddiqui, qui est un médecin, était en Afghanistan pour une mission humanitaire. Et le 11 septembre se produit, et il a la chance de pouvoir quitter l'Afghanistan et de rentrer en Grande-Bretagne. Et ensuite, il voit les photos des détenus en fait, à Guantanamo. Il se rend compte que s'il n'avait pas eu la chance de partir, il aurait pu non pas simplement rester là-bas, mais potentiellement faire partie de ceux qui ont été envoyés à Guantanamo. Et donc c'est ce coup du destin qui a fait monter en lui, disons, une volonté presque un dilemme moral, de se dire j'aurais pu faire partie du lot, il faut que je travaille pour essayer de comprendre qui sont ces personnes. Et donc en réalité, petit à petit, l'organisation dans un premier temps, c'était même pas une organisation, c'était un site web, Cage Prisoners, qui essayait ici et là de glaner quelques informations, et ensuite ils ont fait travailler un de mes collègues, c'est le directeur de la recherche de Cage, Dr Hassim Qureshi, qui a été le premier salarié en fait de Cage, et son travail a été dans un premier temps d'établir les noms, la liste des noms des personnes qui étaient détenues à Guantanamo. Il a pu le faire, et le premier, disons, succès de l'organisation, c'est la publication de la liste des noms des détenus, qui sera reprise par le Washington Post en 2006 dans un article, qui citera donc le travail de Cage. La liste est identifiée, et évidemment, Hassim continue de travailler pour essayer de comprendre ce qui se produit
à Guantanamo. Et évidemment, les témoignages de torture, les témoignages de désécration du Coran vont commencer à apparaître, et toute une série de rapports seront publiés, en fait, hein, c'est lui qui va les rédiger. Il découvrira la liste des ce qu'on appelle les black sites, c'est-à-dire des centres de détention gérés par soit les États-Unis ou des États alliés, en grande partie dans le monde musulman, où les détenus qui ensuite sont allés en Guantanamo ont été dans un premier temps arrêtés là-bas, kidnappés, arrêtés là-bas, torturés et ensuite envoyés à Guantanamo. Donc il y a tout ce travail comment dirais-je, de recherche sur toute une décennie qui était original et qui n'existait pas ailleurs. Le Cage était véritablement la seule source d'informations fiable et précise sur ce qui se produisait à Guantanamo. Donc je dirais que le premier facteur qui permet d'expliquer, on va dire, la survie et la croissance de Cage, c'est cette expertise tout à fait originale sur la question. Et ensuite, fondamentalement, je ne parle pas de moi là, je parle de ceux qui m'ont précédé, vraiment leur résilience et leur persévérance. Assim, lorsqu'il a commencé, c'était un jeune de 25-26 ans, il n'était pas payé. C'est quelqu'un qui a fait des études brillantes, c'est quelqu'un qui est très brillant, il aurait pu faire autre chose de sa vie. Il a choisi de se lancer dans cette aventure qui, dans un premier temps, imaginez qu'il était vraiment seul, quoi, vraiment tout seul. Donc c'est leur résilience, et je dirais, c'est ce qui fait, je ne vais pas dire la spécificité de Cage, parce qu'on n'est pas les seuls à faire ça, mais c'est un facteur qui est central et sans lequel on ne pense pas pouvoir survivre et on ne pense pas pouvoir croître sur le long terme. C'est, je dirais, notre volonté à demeurer fidèle à notre tradition et à ne pas chercher à camoufler qui nous sommes ou à ne pas, comment dirais-je, nous sommes qui nous sommes et nous ne changerons pas nos narratifs, notre explication, nos analyses, notre prise de parole pour essayer d'apaiser le camp d'en face. Et c'est cette intégrité, je crois, qui est le socle de la survie, et ensuite de la croissance de l'organisation. Je pense que sans cette intégrité de fond, nous ne serions plus là aujourd'hui. Et d'ailleurs, d'autres organisations, musulmanes ou pas, lorsqu'elles commencent à jouer avec leurs principes, généralement, c'est le début de la fin. Je voulais rebondir sur un terme que tu viens d'employer, ou immédiatement qui fera sauter les islamophobes au plafond, celui de l'intégrité et de rester comme on était au départ. Moi, ce qui m'intéresse, en tant que pas du tout de vos courants, c'est de voir une certaine contradiction qui a pu exister sur 20 ans dans votre activité, dans les effets qu'elle a pu produire sur la préservation des droits humains en Occident, et des droits humains qui finalement peuvent se définir de différentes manières selon la culture dont on est issu, mais en tout cas quand vous travaillez contre les législations antiterroristes, contre la détention arbitraire, contre la détention préventive, contre la création de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des centres de non-droit absolu, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Malgré tout, ce que vous défendez, même si ce n'est pas votre projet, c'est aussi un projet qui est à la base des projets, on va employer les grands mots, mais qui est quand même aussi un projet qui a été porté par certains philosophes des Lumières quand ils s'opposent à la royauté absolue. Et d'autre part, votre intégrité vous conduit quand même à être une organisation qui est extrêmement ouverte au-delà des non-musulmans. Vous avez un discours qui porte à ce niveau-là au Royaume-Uni. Et donc, comment toi tu analyses cette situation-là où finalement vous devenez des défenseurs des droits humains occidentaux que l'Occident ne défend plus tellement? Oui, en réalité, il n'y a pas de... C'est pas parce qu'il y a similarité avec certains objectifs qu'il y a équivalence. Oui, bien sûr, je peux entendre que certains philosophes dans l'histoire aient pu s'opposer à la détention arbitraire.
Ça ne veut pas dire que moi, du coup, je deviens quelqu'un qui est d'accord avec ces philosophes-là. En réalité, quand je parle d'intégrité, je veux dire que nos combats s'enracinent dans notre tradition. Si ensuite il est nécessaire d'employer certains outils qui, de fait, sont des outils occidentaux, je parle des traités internationaux ou de certains, je parle vraiment exclusivement de ça, c'est-à-dire du droit international, très bien. Mais ça ne signifie pas que, par exemple, nous croyons que le droit international en soi est bien rédigé et qu'il a la possibilité de préserver les musulmans contre des préjudices ou contre une législation islamophobe. En réalité, quand je parle d'intégrité, je veux dire que les objectifs que nous cherchons à atteindre, nous les identifions à travers le prisme de l'islam. Et exclusivement à travers le prisme de l'islam. Évidemment qu'il y aura des similarités. Il y a des similarités entre l'islam et d'autres religions et d'autres pensées. Mais ça ne fait pas de nous des gens qui voyons une équivalence ou qui devenons comme ceux que nous cherchons à combattre. Et dans l'intégrité, pour nous, il n'y a pas de difficulté à pouvoir discuter avec des personnes qui ne sont pas nécessairement musulmanes. Mais ça, c'est pas une largesse que l'on s'accorde. C'est parce que c'est possible en islam, tout simplement. Donc, je dirais que quand je parle d'intégrité, je parle de fidélité à nos croyances, fondamentalement. Donc, en réalité, c'est comme ça que nous l'analysons. Et oui, moi, je n'y vois pas de contradiction. Moi, j'y vois une contradiction parce que vous changez de toute façon l'Occident tel qu'il est et que vos combats profitent à d'autres. Par exemple, le combat dont on va parler après, qui a conduit Mohamed Ravani à avoir beaucoup d'ennuis contre une législation qui est très méconnue en France, qui permet la détention sans condition et sans protection quand on passe la frontière du Royaume-Uni. Elle a été appliquée à un éditeur de gauche radicale il y a très peu de temps. Et les seuls qui avaient travaillé depuis des années sur cette question et qui est en mesure de produire des rapports qui montrent qui est arrêté, pourquoi et les conséquences, finalement c'était vous. Mais après je trouve, j'aime bien votre intégrité, qui est celle aussi d'autres musulmans dits radicaux, c'est que même quand on vous ouvre une porte pour essayer de vous défendre et de vous faire passer pour des gentils, il faut que vous disiez non, on est des dieux, on reste comme on est, s'il faut affronter, on affrontera. Et je trouve que politiquement c'est très très intéressant et ça sera productif pour plus tard. Après, je voulais poser une autre question parce que dans l'imaginaire occidental, Guantanamo, c'est fini. Et c'est fini de deux manières. D'une part, pour la plupart des gens, il reste quelques personnes à Guantanamo qui ont sûrement fait des choses atroces. Et d'autre part, les gens ne se demandent jamais ce que veut dire sortir de Guantanamo après avoir été sorti de l'humanité pendant des années et des années au niveau légal. Donc les conditions de détention à Guantanamo, tout le monde les connaît, et j'irai même plus loin, tout le monde les connaît tellement en Occident qu'on est déjà dans le déni total et dans la dépolitisation de ce qui a été fait après le 11 septembre, puisqu'aujourd'hui on a finalement, de la part de l'ensemble de la classe politique, des discours qui sont exactement les mêmes avant et après sur le pays, les droits humains, sur l'Occident des Lumières, alors qu'on a fait quelque chose qui nous ramenait globalement 300 ans en arrière. Donc tout le monde sait ce qu'était les Guantanamo et tout le monde considère que c'est fini et que ça n'a pas à produire un discours sur ce qu'est l'Occident en tant que tel. Et là-dessus, moi, je voulais qu'on parle de ceux qui sont sortis, de comment ça se passe quand on sort, de ce qu'ils deviennent, à quelle catégorie juridique ils appartiennent. La plupart sont quand même sortis sans jamais avoir été jugés, sans avoir de condamnation. Normalement, ils auraient eu le droit à des réparations et conséquentes, et sans même être inculpés. Et donc, où ils en sont et qu'est-ce que ça veut dire de sortir de Guantanamo pour retomber dans les systèmes légaux occidentaux. Ouais. Comme tu l'as expliqué, grande partie d'entre eux n'a jamais été inculpée. Et pour comprendre l'expérience de l'après-Guantanamo, il faut comprendre déjà dans un premier temps comment les détenus
sont libérés. Il faut savoir que leur sortie fait l'objet de négociations entre le gouvernement américain et le gouvernement généralement d'un État que je dirais un État tiers qui va bien vouloir accueillir ce détenu sur son territoire. Je dis État tiers parce que dans un très grand nombre de cas, cet État n'a strictement aucun lien avec le détenu. Je veux dire par là que ce n'est pas son État de nationalité, il n'a pas de manière générale, il n'a pas de famille, il n'a pas de connaissances là-bas, et il se retrouve dans un lieu qu'ils ne connaissent pas, où souvent il n'y a pas même de communauté musulmane, ou alors une communauté très réduite, et dans une situation administrative extrêmement complexe, puisque souvent on ne leur a pas donné de carte d'identité par exemple, et encore moins de passeport. Donc ils se retrouvent complètement isolés, dans un lieu qu'ils ne connaissent absolument pas, après des années de torture. Ils ne peuvent pas se réintégrer, ils ont encore souvent de la famille qu'ils ne peuvent pas voir puisqu'ils n'ont pas de papier, donc ils ne peuvent pas voyager. Donc l'après-Guantanamo, pour une grande partie d'entre eux, demeure une expérience particulièrement traumatique. Je cite ici Mansour Abdaïti, qui travaille pour Cage, qui est un ancien de Guantanamo, qui a écrit quand j'étais à Guantanamo, je luttais pour ma liberté. Désormais, je lutte pour ma vie, pour avoir encore un semblant de vie, quoi. Imaginez que dans le cas de Mansour, qui a passé 16 ans à Guantanamo, qui a été amené là-bas, il en avait 19, il explique qu'il est envoyé en Serbie. Ouais. De tous les lieux dans lesquels on peut l'envoyer, la Serbie, c'est vraiment pas sympa. On l'envoie là-bas et il connaît personne. Il avait 19 ans. Sa vie s'est arrêtée, il avait 19 ans. Il sort et il explique que son corps a changé, mais psychologiquement, il revenait en arrière. Et après 16 ans, le monde a changé. Donc, les expériences sont souvent très difficiles. Je pense à l'expérience de Moazzam Begg, qui est un collègue aussi chez Cage, qui a été, lui, kidnappé au Pakistan et ensuite envoyé à Bagram et ensuite à Guantanamo. Lorsqu'il est kidnappé en 2002 au Pakistan, son épouse est enceinte. Quand il revient en Angleterre en 2005, son enfant ne le reconnaît pas. Donc même pour ceux qui sont restés quelques années, ce qui est déjà trop, mais quelques années, les conséquences derrière psychologiques, familiales, sont évidemment assez terribles. Je parlais d'un cadre administratif difficile. Parfois, les conséquences peuvent être encore plus dramatiques, et je pense à un détenu qui avait besoin d'une opération cardiaque. Une opération qui est assez, en Occident, qui est tout à fait facile, quoi, assez commune. Et je crois qu'on l'avait envoyé en Mauritanie. Je ne veux pas me tromper, mais en tout cas dans un pays musulman. Et pareil, situation complexe, il avait son passeport, il a besoin de cette opération. Cette opération, on ne peut pas la faire en Mauritanie, il faut absolument voyager. Oui, mais vous êtes un ancien de Guantanamo, on ne vous accorde pas le visa. Il n'a jamais pu bouger de Mauritanie, il en est mort. Imaginez que c'est vraiment une opération, je ne suis pas médecin, je ne peux pas la décrire ici en détail, mais c'est une opération tout à fait bénigne. Il y a un documentaire du média Vice qui revient sur son histoire, vous pouvez le regarder, c'est un très très bon documentaire. Voilà, les expériences sont souvent extrêmement dures, et c'est ce qui fera dire à certains qu'il y a eu Guantanamo, puis après il y a Guantanamo 2.0. On est sorti, mais en réalité notre vie n'est toujours pas, on ne revient pas à la normale en réalité, ou en tout cas très rarement. Il y a eu certains cas où certains frères ont été relogés, que ce soit en Allemagne, à Oman ou dans d'autres pays, où ça s'est relativement bien passé, les difficultés administratives n'ont pas été aussi difficiles, ils ont retrouvé leur famille, parfois ils ont pu se marier, ils ont eu une famille, enfin ça a pu plutôt bien se passer dans certains cas, mais dans la majorité, c'est une expérience qui demeure traumatique. Oui,
Et alors justement, moi je voudrais passer à tout à fait autre chose, à la vision que j'ai eue de Cage au départ, puisque moi je suis venue à la première conférence de Cage, je ne savais pas ce que c'était, c'est après que j'ai découvert que vous aviez cette histoire-là, et évidemment ça m'a fait halluciner parce que quand vous avez fait cette conférence en France, donc sur la base d'un rapport contre l'islamophobie, en Europe qui visait notamment Emmanuel Macron et sa politique, c'était une bouffée d'air frais. C'est-à-dire qu'on était dans un contexte qui est déjà un peu lointain et qu'il faut peut-être expliquer un peu à ceux qui reviennent dans la lutte contre l'islamophobie aujourd'hui. C'était seulement il y a un an. Mais à ce moment-là, on est quand même dans une situation où on a à peu près une mauvaise nouvelle par jour. Les mosquées ferment les unes après les autres sur des bases qui seront contestées ensuite. On a vu qu'il y a un an, c'était le moment où Gérald Darmanin faisait de la mosquée de Pessac un repère de dangereux terroristes antisémites. D'une part, finalement, grâce à la mobilisation, la mosquée a réouvert et les arrêtés de Darmanin ont été cassés. Mais il y a quelques jours, Gérald Darmanin lui-même a pris position contre les tags islamophobes et la profanation de la mosquée de Pessac, qui était la 4e, et qui évidemment n'aurait jamais eu lieu si auparavant cette mosquée-là n'avait pas été montrée du doigt. Donc en un an, malgré tout, les luttes ont payé. L'étau s'est quand même un tout petit peu desserré, mais à ce moment-là, quand vous faites cette conférence, déjà tenir une conférence, c'est un exploit. Les réunions sont interdites, les salles des commandes les unes après les autres. C'est vraiment le moment où la loi séparatisme se déploie pleinement, c'est-à-dire qu'elle se déploie plus seulement contre des associations qui clairement assument ce que nous on défend, hein, à ligne de crête, c'est-à-dire le droit pour les islams politiques d'avoir les mêmes libertés d'expression et d'action que n'importe quelle autre idéologie. Mais là, c'est vraiment le moment où des petites associations qui font de l'humanitaire, du social, du culturel, des associations de locataires, sont fermées ou se voient privées de subventions publiques à cause de cette loi. Donc c'est un moment vraiment... ouais, enfin, moi, je suis assez trouillarde, donc je vais dire un moment de terreur pure. Et là, moi, j'arrive à cette réunion de Cage. Alors d'abord, je suis assez étonnée par le cadre, par le fait que des gens de l'étranger viennent nous soutenir. Et je crois que ça a été très important pour nous de savoir qu'il y a des gens à l'extérieur qui regardent ce qui est en train de se passer, qui ont la capacité de le dénoncer dans des instances internationales et qui viennent défier notre gouvernement sur son propre terrain. Et donc après j'ai réalisé qui vous étiez et je me suis dit, mais alors ils ont déjà tout ça à gérer, c'est-à-dire ce qui reste de Guantanamo, toute la législation antiterroriste en Angleterre à briser, et ils ont ce geste-là qui est d'intervenir par rapport à la France et par rapport à ce qui nous arrive. Pourquoi ce choix-là et à quel moment ça s'est décidé et quelles ont été vos modalités d'intervention? En réalité, ça faisait plusieurs années que Cage souhaitait s'investir en France avec un peu plus de moyens, de ressources, de temps, puisque Cage avait découvert lors de son travail donc, sur Guantanamo que la France s'était positionnée comme un véritable complice diplomatique des Américains sur le camp de détention de Guantanamo. Qu'est-ce que je veux dire par là? Entre autres, à la suite de la découverte sur Wikileaks, Cage a découvert que les diplomates français avaient, par exemple, entre autres, joué de leur influence en Europe pour empêcher l'adoption d'une résolution rédigée par Cuba et qui n'a pas été proposée mais qui a été rédigée par Cuba afin d'initier une enquête sur les conditions de détention à Guantanamo. Nous savions aussi que il y a eu des Français à Guantanamo et que des inspecteurs français avaient été envoyés là-bas et qu'ils avaient mené des interrogatoires. Nous savions aussi que dans d'autres affaires qui n'étaient pas en lien avec Guantanamo,
mais nous savions que la France avait été complice de torture, je pense à l'affaire Jamel Begal par exemple, et qu'elle avait donc collaboré avec les Émiratis, les autorités émiraties, lors de sa torture. Donc ça fait longtemps que mes collègues avaient fait ressortir des informations de ce type sur le cadre français, mais le contexte faisait qu'il n'y avait pas eu la possibilité de s'investir avec force. Je dirais que ce qui a véritablement déclenché, on va dire, j'allais dire l'intervention, ok, je ne peux pas l'intervention, mais la conquête. Voilà, c'est ça, la conquête, c'est pour l'article de Marianne, d'accord, c'est très bien. Ce qui a justifié le travail de Cage sur la France, ce sont les dissolutions de 2020. Lorsque le CCIF est dissous, lorsque Baraka City est dissous, Cage se rend compte qu'il y a un contexte français qui est en train de devenir de plus en plus difficile. Et il décide de travailler d'essayer d'explorer le contexte français et de comprendre avec précision ce qui est en train de se produire. Et à la suite de ces recherches, il découvre, on est en 2021, c'est avant l'adoption de la loi séparatiste, il découvre l'existence d'une politique publique mise en place par le gouvernement français, politique publique d'entrave systématique de ce qu'ils appellent les vecteurs de séparatisme, c'est-à-dire en réalité de toute forme d'islamité, et il découvre les statistiques officielles de cette politique publique. Nous découvrons, j'étais déjà là, que des dizaines de milliers de structures musulmanes, je dis structures puisque la politique publique a visé que ce soit des mosquées, que ce soit des associations en tout genre, comme tu l'as précisé, mais aussi des business, des restaurants, voilà, sont visés par des contrôles intempestifs menés par les autorités françaises. Et que des centaines de ces structures sont fermées, et par ailleurs, que des dizaines de millions sont extorqués à la communauté musulmane. La gravité évidente de la situation, je crois, a motivé l'organisation à s'investir. Puisqu'il n'y avait plus de CCIF, il n'y avait plus de paroles musulmanes, quasiment plus de paroles musulmanes indépendantes qui pouvaient mener ce combat. Donc il était évident pour nous qu'il y avait une nécessité impérieuse de s'investir dans cette lutte, en collaboration évidemment avec l'ensemble des autres organisations musulmanes, nous ne sommes pas les seuls, mais ce que nous apportions, et ce qui je crois est tout à fait nécessaire, c'est l'internationalisation de la lutte contre l'islamophobie française. C'est-à-dire que, et ça fait aussi partie du constat de Cage, c'était de se rendre compte que finalement ce qui se passait en France, il y avait relativement peu de lumière. Mis à part la France, en dehors, on connaissait très peu le cas français. On avait quelques idées ici et là, mais disons que c'était assez brouillon, la vision était assez confuse. Et au vu de la gravité, il était nécessaire de placer la focale et surtout de se rendre compte que le cas français, malheureusement, commençait à se répandre. Puisque les autorités françaises cherchent activement à transmettre leur gouvernance à d'autres gouvernements européens. Ce qui a consolidé évidemment notre volonté à intervenir, puisque la lutte contre l'islamophobie française, en réalité, c'est une lutte contre une islamophobie globale. Si on gagne ici, on gagne ailleurs. C'est ce que j'essaie d'expliquer en quelques termes. Tu penses que la France est devenue le centre aujourd'hui ? Oui. Je pense qu'il y a 20 ans, ce n'était pas le cas, évidemment. Je pense que les États-Unis, avec l'Angleterre, mais principalement les États-Unis, ont évidemment impulsé cette islamophobie qui est devenue globale. Mais je dirais qu'aujourd'hui, dans le cadre occidental, il n'y a pas de gouvernance islamophobe plus draconienne qu'en France. Les musulmans ont plus de droits aux États-Unis. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de difficulté. Je te demande ça parce que c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé vivre dans ma vie, le fait que la partie de ma communauté qui est musulmane ait moins de droits ici qu'aux États-Unis, et parce qu'on est tellement dans le chaudron tout le temps qu'on finit par trouver normal des choses qui sont absolument inimaginables
juste en passant une frontière. Et donc vous, du point de vue international, oui, c'est même par rapport à l'Autriche, par exemple? Oui, bien sûr, oui. Et d'ailleurs, l'Autriche s'inspire de l'entrave systématique française. Oui. On a toujours rayonné On sur a, les... magnifique, rayonnement culturel français. Mais oui, je dirais que c'est de loin. Je parle évidemment de la gouvernance, comment dirais-je, de la législation qui s'applique en France. Oui, c'est de loin la pire. De loin la pire. Et alors justement, dans ce cadre-là, d'une législation qui est effectivement de pire en pire, on va parler de quelqu'un donc, qui est un des responsables de Cage, qui s'appelle Mourad Rabbani, dont je trouve l'histoire extraordinaire par rapport à nous, ce qu'on peut vivre, c'est-à-dire ce monsieur qui n'arrête pas de se faire arrêter pour nous et de se faire mettre en centre de rétention pour nous, et qui y va, et dans l'indifférence assez généralisée même des courants politiques français qui devraient immédiatement bondir. Donc, Rabbani, c'est un activiste. Il est dans les journaux anglais, on le voit souvent. On lui donne la parole sans être d'accord avec lui. Mais enfin, a priori, il ne dit pas non plus des choses si extraordinaires que ça. Il parle essentiellement défense des droits humains. Et donc, cet été, il arrive en France. C'est son droit. Pour parler à des médias et j'imagine à des activistes. Et il va lui arriver ce qui depuis est arrivé à d'autres. Il va être arrêté, il va apprendre à ce moment-là qu'il a un arrêté d'interdiction du territoire qui a priori ne lui a jamais été notifié. Et il va être interrogé dans un cadre extrêmement flou, puisque si tu es en détention administrative, tu n'es pas censé être interrogé sur autre chose. Si tu es censé être interrogé sur autre chose, c'est que tu es en garde à vue et que dans ce cas-là, tu as les droits afférents. Et puis il va être expulsé donc, au Royaume-Uni, mis à part les islamophobes, qui eux, alors on a eu notamment un tweet de Florence Bergeau-Blaclair qui elle avait tout suivi et a dit « Ah bah c'est super, c'est bien fait ». Finalement, personne ne s'en rend compte en France parce que personne ne connaissait Mohamed Rabbani. Et tout cela va continuer. Et moi, je voudrais qu'on parle un peu de cette espèce de double statut et de cette espèce de dystopie qu'on est en train de vivre ici. Puisqu'à côté de ça, Cage a quand même une spécificité. Vous pouvez vous réunir au Parlement européen, vous pouvez vous réunir à l'OSCE, dans des grandes conférences internationales. Et à côté de ça, il y a cette manière de vous traiter ici qui est absolument hallucinante. Donc qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet acharnement spécifique de notre ministère de l'Intérieur contre Mohamed Rabbani? Quand est-ce que ça commence et comment est-ce que ça continue? Je dirais qu'on explique cet acharnement, d'un certain point de vue, cet acharnement dans toutes les épreuves, toute épreuve à son lot de bénédictions. Et alors, bénédiction, c'est pas que Rabbani ne puisse pas venir ici, mais les bénédictions, c'est le fait que, en l'empêchant d'entrer en France et de séjourner en France, ils démontrent leur propre islamophobie, mais ils démontrent aussi, je dis presque narcissiquement, la pertinence, la qualité de notre travail et, je dirais, l'efficacité de ce que nous sommes en train de faire. C'est très contre-productif de leur part, évidemment, mais on a presque envie de dire tant mieux avec Rabbani. On s'est dit finalement, ça c'est la démonstration qu'on a raison depuis le départ. Et c'est la démonstration que l'internationalisation de ce qui se produit ici, qui est un peu, disons, notre spécificité, marche, puisque ça les gêne tellement que c'est insupportable pour eux que Rabbani puisse venir en France. Concernant cette dystopie, je dirais qu'il ne faut pas oublier qu'on a fait toute la genèse de Cage, donc c'est une organisation qui va avoir 20 ans, et donc qui est connue, qui a établi sa réputation à l'international. Quand je dis international, je parle évidemment principalement du monde anglophone, mais monde anglophone, l'anglais étant la langue internationale, pardon, c'est pas le français, donc forcément, on a eu accès pendant toutes ces années, je parlais du Washington Post, notre travail est connu et reconnu. On peut ne pas être d'accord avec nous, c'est autre chose, mais notre expertise est établie du fait de 2 décennies de travail. Donc on collabore, comme tu l'as dit,
grand terme, mais en tout cas on est connu et ça nous arrive d'obtenir des plateformes dans de grands médias internationaux. Le Time Magazine par exemple nous a cité plusieurs fois. Mais ici on est nouveau. Et ce n'est pas simplement que nous sommes nouveaux, mais tout le travail sur la guerre contre la terreur, toute l'analyse sur la guerre contre le terrorisme, sur ce qu'on appelle le contre-terrorisme, mis à part quelques chercheurs ici et là, je ne dis pas qu'il n'y a rien eu, mais en tout cas, aucune organisation n'a fait ce travail sur 2 décennies. Donc d'arriver et de dire, oui, alors, la guerre contre la terreur, c'est un problème, ça fait 2 décennies. Guantanamo, ouais, c'est pas qu'un problème américain, en fait, la France aussi a été complice. La France fait partie de cet ordre libéral et donc elle fait aussi partie de la guerre contre la terreur et donc elle mène cette guerre aussi contre les musulmans. Ce sont des narratifs relativement récents. Donc l'apparition d'une nouvelle organisation, l'apparition d'analyses et de narratifs nouveaux, je pense que ce couple explique les quelques difficultés que nous rencontrons et c'est ce qui fait que on commence petit à petit on n'a pas encore d'espace médiatique établi, mais petit à petit on est en train de mener ce travail et on espère qu'Inch'Allah dans le futur qu'on puisse injecter nos analyses dans un débat public qui en a tout particulièrement besoin. Alors justement, tu es de la 2e génération de Cage, et là c'est une question un peu plus personnelle et pas tellement, parce que moi quand je suis venue à votre première conférence, ce qui m'a tout de suite marqué, c'est qu'il y avait des jeunes chez vous, et notamment des jeunes femmes qui étaient très déterminées, très compétentes, et en même temps je me disais, parce que moi j'ai vécu le 11 septembre 2001, et en plus en étant globalement islamophobe, à l'époque, voilà, je l'ai très mal vécu et je n'avais pas les mêmes opinions qu'aujourd'hui. Et en même temps, dans la génération actuelle, tout ça est déjà le passé. En France, la plupart des jeunes musulmans et musulmanes sont sur d'autres thématiques et ont un petit peu quand même évacué ce moment qui a été absolument terrible. Et donc ça m'a beaucoup interrogée, parce qu'en plus au Royaume-Uni, il y a une diversité d'organisations musulmanes, de manières de s'investir dans la vie communautaire qui est assez immense. Pourquoi est-ce que toi et d'autres, vous choisissez cet angle-là et de mettre au cœur de votre combat la lutte contre l'antiterrorisme comme projet social global? Comment est-ce qu'on en vient là plutôt qu'ailleurs? Je dirais que nous sommes une génération qui, comme tu l'as dit, si nous étions encore très jeunes lors du 11 septembre 2001, justement, du fait de notre jeune âge, nous avons grandi avec les narratifs islamophobes. Notamment en France, mais ailleurs, nous avons grandi avec des narratifs islamophobes comme c'était notre musique d'ambiance, c'était notre atmosphère, quoi. On a grandi avec, ça a toujours fait partie de notre monde, et des narratifs qui étaient, je dirais, radicalement islamophobes. Des narratifs qui étaient fondamentalement déshumanisants, constamment, sur plusieurs années. Donc je dirais que cette atmosphère, elle a, même inconsciemment, elle a construit notre matrice émotionnelle. Les idées naissent avant tout dans la matrice émotionnelle, et donc je crois qu'on a intériorisé premièrement l'existence de l'islamophobie, secondement sa gravité. Donc à partir de là, on a 2 solutions. On l'accepte et c'est pas grave, tout en sachant que ça va avoir des répercussions, y compris psychologiques, sur nos vies, qu'on ne pourra jamais véritablement pleinement s'épanouir du fait de cette difficulté, ou alors on s'y oppose et on cherche à pleinement s'épanouir. Donc je dirais que est-ce qu'on a vraiment eu le choix? Je suis pas sûr d'un certain point de vue. Et peut-être que notre investissement s'explique aussi par le fait que pour une série de facteurs, nous comprenons que la France, c'est pas notre monde. On réussit à établir des connexions avec, non pas simplement le reste du monde musulman, mais le reste du monde tout court. La France, c'est pas la capitale du monde. Il se passe des choses dans le monde musulman, il s'est passé des choses sur les 20 dernières années.
on peut remonter encore plus loin, hein, mais simplement sur les 20 dernières années, d'une gravité inouïe. Les conséquences de la guerre contre la terreur, on parle de Guantanamo, c'est le symbole, mais il y a eu 800 000 morts à cause des guerres menées par les Occidentaux dans le monde musulman. Puis je parle des morts, mais je n'ai pas parlé des déplacés. Ça se compte en millions, minimum 30 millions, c'était des musulmans tous. À partir du moment où nous avons ce lien, spirituel avec ce monde-là, évidemment que la solidarité, l'empathie et donc la solidarité se construisent naturellement. On ne peut pas ne pas prendre en compte parce qu'on vit ici et parce que dans mon contexte, les choses sont peut-être un peu plus simples. C'est parce qu'on est musulman qu'on pleure, par exemple, en ce moment, ce qui se passe en Palestine, et qu'on comprend la centralité de la question palestinienne aussi à la lumière des 20 dernières années. Puisque, c'est encore une autre explication, mais le grief politique principal des mouvements musulmans dans le monde sur les dernières décennies, c'est l'occupation sioniste. C'est le premier. C'est le premier des griefs. Il y en a plein d'autres, hein. Mais le premier, c'est celui-ci, qui existe depuis 1948, ça fait plus de 75 ans. Donc je dirais que ces prises de conscience, en réalité, ne nous ont pas laissé le choix d'un certain point de vue. Et je pense que c'est ce qui explique notre volonté à nous engager dans ce combat. Mais en réalité, ce que nous cherchons, c'est uniquement notre épanouissement, et ce que disait Abdelhamid Ben Badis, qui était un fondateur de l'association des oulémas algériens, et dans son magazine, il disait, il identifiait l'objectif politique, il disait c'est le bonheur du peuple algérien. Il parlait du bonheur. On lutte pour notre bonheur. Pour finir, on va quand même essayer d'évoquer un peu du positif, et une figure qui est devenue assez importante en France, celle de Kamel Daoudi, qui est le plus ancien assigné à résidence. Donc depuis 2008, il l'a été pendant des années dans une indifférence quasi générale. Et il y a peu de temps, donc il y a un appel qui a été fait suite à la grève de la faim et de la soif qui a été menée avec un immense courage par son épouse. Et non seulement cet appel a pu être publié sans avoir les barrières habituelles pour ce genre de tribune, dès que les accusations de terrorisme, de proximité avec le terrorisme sont formulées, mais en plus cette tribune elle a été signée de manière assez large, notamment par des acteurs et des actrices de gauche universitaires et militantes qui sont eux-mêmes confrontés, enfin nous-mêmes d'ailleurs, puisque je fais partie de ce camp-là, qui sommes actuellement confrontés à une répression, à une stigmatisation qui est évidemment inspirée du système islamophobe. Donc est-ce que tu penses que dans l'avenir, finalement, malgré un niveau de répression élevé, on peut espérer justement briser le séparatisme et qu'il y ait en France même un camp qui se crée autour de la défense des libertés et de la justice, quelles que soient les raisons, quelles que soient les traditions dont on se réclame pour les défendre? Oui, tout à fait. Je suis de ce point de vue-là j'ai envie d'être optimiste. L'affaire Kamel Daoudi est une affaire très difficile, et malgré tout, on a pu justement réussir à obtenir un soutien assez large, en sachant que l'affaire Kamel Daoudi, c'est peut-être l'une des affaires les plus symboliques de la guerre contre la terreur à la française, puisque s'il a été assigné à résidence en 2008, son affaire en réalité commence dès 2001. C'est-à-dire qu'il fait partie vraiment de la première vague de répression à la suite du 11 septembre. Il n'a pas été envoyé à Guantanamo, mais il a été envoyé en prison en France et ensuite assigné à résidence. Je ne vais pas refaire toute son historique, mais je dirais qu'il y a toute une série d'affaires qui ressemblent à l'affaire Kamel Daoudi et qui méritent qu'un travail de sensibilisation et d'explication puisse naître, puisse voir le jour, et parce qu'il y en a, et parce que, entre autres, nous sommes présents et que nous avons cette expertise,
nous allons chercher justement à développer ce travail, puisque le cœur de nos analyses, c'est l'expérience des personnes comme Kamel et comme tant d'autres, comme l'a été l'expérience des détenus de Guantanamo. Et c'est cette matière première qui nous permet ensuite d'expliquer ce qui se passe en France, entre autres, et on l'espère de changer la réalité qui est la nôtre. Donc ce travail va certainement se développer dans le futur, et s'il se développe, eh bien, on peut garder espoir. Les narratifs pourront, on l'espère, atteindre la surface et influencer pas uniquement les musulmans, comme tu l'as mentionné, et potentiellement desserrer l'étau, peut-être même le détruire dans le futur. Inch'Allah. Inch'Allah.